Voilà, je pense que nous sommes en live cette fois-ci. Bonjour à tous. On commence avec quelques petites minutes de retard, mais c'était pour nous assurer que tout était en ordre au niveau technique. Je vais peut-être justement vous demander de nous le confirmer dans le chat pour ceux qui ont pu s'inscrire et qui ont créé un code Twitch, un compte Twitch, pour pouvoir nous rejoindre et participer. Je vois un top qui me paraît vouloir dire que ça a l'air d'aller. S'il y a le moins de soucis au niveau de la qualité de l'image, au niveau de la qualité du son, n'hésitez pas à le dire. Je pense qu'on vous montre un petit peu le studio dans lequel on est installé ici avec Raphaël à la régie et Pascal, mon invité. On s'était donné une petite marge jusqu'à 12h30 environ pour commencer, mais je pense qu'on est déjà... je cherche le nombre de viewers. Oui, c'est ça, environ 40, ce qui correspond plus ou moins au nombre d'inscrits. Donc on va commencer. Peut-être un mot pour vous expliquer pourquoi on a le plaisir de vous accueillir via la plateforme Twitch aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été une trop grosse contrainte pour vous. N'hésitez pas déjà là-dessus à réagir dans le chat, c'est l'idée. Mais ce choix de Twitch, qui est en réalité une plateforme de gamers plutôt, hein, donc c'est du streaming de gamers, donc c'est souvent des jeunes, des streamers qui partagent leur partie de jeux vidéo, qui commentent en même temps et qui génèrent de l'interaction. L'idée, c'était, puisqu'on parle de marketing digital et de nouveaux outils, de nouvelles tendances, d'en profiter pour tester cet outil et d'avoir la chance de pouvoir justement interagir avec vous et vous partager un certain nombre de cas concrets grâce à ce que permet Twitch. Donc, j'espère que tout le monde a pu se connecter parce que c'est ce qui vous permet de réagir dans le chat. Pour ceux qui suivent le live sans être connectés, il est encore vite temps de se créer un compte, ça prend quelques secondes. Je ne suis pas tout seul comme vous l'avez vu aujourd'hui puisque j'ai le plaisir d'avoir un invité, Pascal Dehenin. Vous avez vu dans l'invitation pour le live d'aujourd'hui que Pascal est un véritable expert en matière de marketing digital. Expert parce que déjà il a un cursus en la matière et pas des moindres puisqu'on parle notamment d'un passage à Harvard et à la Columbia Business School. Mais il a surtout une expérience de terrain dans des structures peut-être un peu plus larges que la taille moyenne de nos cabinets d'avocats, puisque là on parle de L'Oréal, du secteur bancaire aussi, puisque Pascal a une expertise en matière de moyens de paiement électronique, Visa, Mastercard, Ingenico notamment. Je peux aussi, sans prendre trop de temps, parce qu'on pourrait dire beaucoup au sujet de Pascal, mais je peux aussi dire qu'il a piloté, pour ceux qui s'en souviennent, un projet innovant, en tout cas pour l'époque, chez Bipost, qui était le système de création automatique de cartes postales dans une application. Donc on crée, moi je me souviens avoir utilisé ça à l'époque, je pense que c'était au début des années 2010. On prenait une photo avec son smartphone et ça créait une carte postale qui était envoyée par Bipost en version papier à son destinataire. Et Pascal, encore, pour terminer là-dessus, enseigne le marketing digital. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot de complément pour te présenter. Simplement te remercier et très content de pouvoir participer à cette émission vidéo, je dirais, et de pouvoir partager mes expériences et expertises dans ce secteur legal tech, que je dirais. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on va fonctionner ? Je vais quand même commencer par une présentation un peu plus classique, je dirais, pour essayer de balayer la matière du marketing digital, mais en essayant d'être le plus concret possible, en vous demandant de vraiment essayer de réagir au fur et à mesure, et j'essayerai tout en m'exprimant de consulter le chat pour essayer de relever l'une ou l'autre question au fur et à mesure de la présentation.
Et alors après, on poursuivra avec un échange avec Pascal et on terminera aussi en répondant aux questions qui n'auraient pas été abordées pendant la présentation elle-même. Et je dis aussi à Pascal qu'il ne doit absolument pas hésiter à m'interrompre, à compléter, à corriger, parce que je vous ai dit à quel point Pascal est un expert. Moi, je n'ai pas dit un mot à mon sujet pour ceux qui me connaissent moins ou pas du tout. Donc moi, je suis avocat ici à Oui. Nous sommes dans un studio à Oui. Et c'est vrai que j'ai toujours eu plus qu'un faible pour la digitalisation du métier. Et c'est vrai que j'ai pu apprendre comme un autodidacte pas mal de choses en la matière. Et avec Raphaël qui est avec nous ici, on a été jusqu'à finalement créer une agence digitale. Et c'est pour ça qu'on est ici dans un studio, pour essayer de partager notamment vis-à-vis du barreau de mes pairs, ce qu'on a pu apprendre. Alors, je vais demander à Raphaël de partager mon écran et je vais le mettre en plein écran. Ce serait quand même bien que j'y arrive. Voilà. Pour aborder cette formation du jour. Alors, cette formation, elle est organisée par la commission innovation du barreau de Liège-Oui. Et j'en profite avant d'aborder le concret pour vous rappeler un peu le planning. Puisqu'on a lancé cette année un cycle de formation. Les premières sont derrière nous. Elles étaient d'abord consacrées à des aspects pratiques de la suite Office, Outlook, Word et Excel. Ici, récemment, on a eu une très belle formation en matière de cybersécurité, pilotée par Rodrigue Capard. Aujourd'hui, donc, le marketing digital arrive le mois prochain et le suivant deux séances au sujet des ERP que vous connaissez, CCIB et DELEX. Et au mois de mai, une formation consacrée au RGPD. Alors, le marketing digital, vous voyez que j'assume vraiment ce terme. On a parfois peut-être du mal encore dans la profession à assumer qu'on est une entreprise et que oui, on doit passer par des outils de développement, je dirais même commercial. Donc le marketing digital, c'est avant tout le marketing tout court. Et donc le marketing, en un mot, et Pascal à nouveau corrige-moi si je me trompe, mais j'ai en tout cas noté que c'est une stratégie qui vise à augmenter la valeur perçue par un public cible d'une offre de service par rapport à celle de la concurrence. En tout cas, c'est vraiment faire connaître son offre de service et en augmenter le plus possible la valeur telle qu'elle est perçue. Oui, effectivement, je pense qu'on parle beaucoup de marketing digital, mais comme tu l'as très bien dit, les bases du marketing valent toujours, c'est-à-dire c'est qui la cible, c'est quoi le message. En fait, le digital a apporté des nouvelles technologies qui permettent de communiquer différemment. Il y a aussi tout le suivi qui est possible actuellement, ce qu'on appelle les KPI, les Key Performance Indicators, qui permettent de voir combien de personnes sont venues, combien de personnes sont restées online et des choses comme ça. Mais fondamentalement, les règles de la stratégie marketing restent les mêmes. Oui, c'est ça. Je vais essayer à certains moments de ma présentation d'aborder les quelques concepts que tu as évoqués, mais c'est clair qu'on a parlé de cibles, on a parlé d'indicateurs, donc on est bien dans les bases du marketing. Alors, pourquoi est-ce que, je dirais, nous, avocats, avons besoin de marketing digital parce qu'un client aujourd'hui qui va se poser la question du choix d'un avocat, les statistiques démontrent que c'est presque aujourd'hui 100% en ligne. Alors il reste évidemment une forme de bouche à oreille dans sa version physique, si je puis dire, mais on est quand même clairement essentiellement par une recherche en ligne et presque intégralement sur Google. Je prends un petit exemple ici, tout bête, avocat droit des affaires Liège, ça vous donne quand même 616 000 résultats. Alors heureusement, on n'est pas 616 000 avocats et encore moins uniquement spécialisés en droit des affaires. Enfin, les résultats sont immenses et donc il faut parvenir à se démarquer. Se démarquer comment? Le marketing digital, c'est très large. Ici, quelques illustrations, on va en parler, mais
Le marketing digital, ce n'est pas en tout cas uniquement les réseaux sociaux. C'est ce dont j'aimerais bien parler aujourd'hui. Le marketing digital, c'est la base, je vais y revenir, un site web et l'optimisation de sa visibilité, donc le référencement, le Search Engine Optimization, c'est la manière dont on va apparaître le mieux possible dans les recherches. Le marketing digital, c'est une stratégie de contenu, on va en parler aussi beaucoup. Ça peut être de la publicité, là on est peut-être dans le marketing plus offensif, je dirais, que le reste, mais bon, ça en fait partie. Il y a aussi toutes des procédés d'emailing, les newsletters, pourquoi pas même le marketing d'influence. Si certains ont déjà tenté de faire appel à des influenceurs pour leur cabinet, qui n'hésitent évidemment pas à nous en parler dans le chat, ça m'intéresse, je n'ai pas trouvé jusque-là. Et donc, voilà, beaucoup d'outils, il faut faire des choix, et pour faire des choix, la base, c'est la stratégie. C'est la stratégie et la définition d'objectifs. Les objectifs, ils peuvent être vraiment très variés, mais c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Quand je dis définir une stratégie, c'est pas juste pour être complet dans ma présentation. Pour moi, c'est vraiment la base. C'est OK, je vais m'investir dans une forme de marketing digital, une ou une autre. Mais pourquoi? Avec quels objectifs? Alors, la plupart du temps, le premier qui arrive en tête, c'est quand même l'acquisition client. Donc, c'est donc faire venir le client à soi, puisque c'est quand même pour lui qu'on travaille, et donc sans client, pas de travail. C'est aussi la fidélisation, et c'est peut-être parfois encore plus compliqué, ou en tout cas un travail encore plus chronophage. Ça peut être la réputation, le personal branding. Quand je dis la réputation, c'est en ce compris aujourd'hui, je vais en parler tout à l'heure, la réputation en tant qu'employeur. Ça peut être des choses plus particulières, plus précises, hein, et souvent en marketing, plus c'est précis, plus l'efficacité peut être au rendez-vous. Je prenais l'exemple ici de simplement faire connaître une nouvelle spécialisation parce qu'on veut développer une nouvelle branche de son activité. Ça peut être se faire connaître dans la presse, enfin c'est beaucoup de choses différentes. Ouais. Oui, Pascal. En fait, effectivement, hein, je crois que c'est un point très très important parce que historiquement, il y a par exemple énormément de gens qui se sont dit « Ah tiens, je vois que des concurrents sont sur Facebook, je dois aussi aller sur Facebook » ou des choses comme ça. Donc effectivement, la première chose, c'est vraiment de réfléchir à c'est quoi mon objectif. Est-ce que je veux simplement me faire connaître, ou est-ce que je veux avoir de nouveaux clients, ou est-ce que je veux positionner une expertise? Donc c'est toutes des choses qui sont très très importantes. Et alors le marketing digital, effectivement, va permettre de savoir si mon objectif c'est d'acquérir des clients, combien? Et chaque fois que je fais des actions, combien j'en ai eu? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est ça le gros avantage du marketing digital, c'est qu'on va pouvoir tout traquer. Avant, on faisait une pub dans un journal à la limite et on ne savait pas, tiens, qui l'a vu, qui ne l'a pas vu, pourquoi est-ce qu'on me téléphone? Je pourrais demander, est-ce que c'était pour le journal? Mais bon, ici, tout ça est possible maintenant de manière très précise. Oui, c'est ça. Tu fais bien de le relever. Une erreur, si je puis dire, qu'on rencontre quand même souvent, c'est avoir l'impression qu'accumuler des followers, des abonnés, c'est la réussite d'une démarche de marketing digital. Alors, c'est un indicateur parmi d'autres, OK. Mais si je prends l'exemple d'un avocat qui est spécialisé en droit des affaires et qui accumule des abonnés de particuliers qui n'ont absolument aucun lien avec le monde des affaires sur sa page Facebook, en fait, c'est comme s'il ne faisait rien, quoi. Donc, c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau. Donc, oui, la stratégie est importante. Alors, certains d'entre vous étaient peut-être présents lors d'une conférence à laquelle j'avais participé pour le jeune barreau au sujet plus spécifiquement des réseaux sociaux. J'avais abordé des matrices, SWOT notamment, avec la définition des faiblesses, des opportunités, etc. Aujourd'hui, surtout en présence de Pascal, qui est expert en marketing, je vous parle plutôt de l'entonnoir. L'entonnoir ou plutôt le funnel, c'est la traduction anglaise, mais le funnel en marketing est un concept clé. Voilà un premier exemple de ce funnel du marketing. Donc on part c'est vraiment la forme de l'entonnoir, du plus large au plus étroit, et donc on va dans un premier temps générer du trafic, et puis ce trafic doit amener des contacts, et les contacts deviennent des prospects, et puis à la fin, bon ici on parle de vente, mais le prospect devient un client,
une autre illustration de ce même concept. Donc, acquisition, donc attirer du trafic sur son site web, par exemple. Activation de ce trafic en séduisant, en parvenant à convaincre les visiteurs d'aller plus loin. La décision ici, c'est la conversion du prospect qui va finir par passer à l'achat. Et ça ne s'arrête pas là, j'en ai touché un mot, puisque arrive alors la fidélisation, puisque le client qui est là, il faut essayer de le conserver. Dernière façon d'illustrer ce funnel, et je prends le temps d'aborder vraiment chaque concept, parce que c'est vraiment ce que nous, on doit être capable de faire. À nouveau, je me rends bien compte que je viens avec du marketing pur, mais il faut comprendre la démarche pour qu'elle fonctionne. Et donc, on a cette cible. C'est vraiment, avant de commencer, on parlait de stratégie, la première étape en stratégie, c'est définir sa cible. À qui est-ce que je m'adresse ? Quelle est la matière parmi celles que je pratique que je veux mettre en avant et celle dans laquelle j'estime que je suis en mesure d'augmenter ma charge de travail en ayant plus de clients ? Alors avec des critères de chiffre d'affaires, de rentabilité, de potentiel de récurrence, parce que c'est des clients qui vont pouvoir rester. Donc ça, chacun en fonction de vos matières, c'est une question à se poser. Une fois que la cible est déterminée, il faut aborder cette notion de notoriété. Donc en gros, il faut se faire connaître. Il faut que la cible qu'on a identifiée, qui va chercher, je reviens à mon exemple de droit des affaires, un avocat en droit des affaires, il faut qu'elle arrive sur mon site. Il faut en faire un visiteur. Et donc là, on est dans le marketing dont on parle aujourd'hui. Il faut parvenir à amener le client sur son site avec les réseaux sociaux, avec pourquoi pas de la presse, avec des moyens plus traditionnels qui ne sont peut-être pas du marketing digital, mais organiser une conférence, publier des articles dans des revues. En gros, se faire connaître comme expert. Là, on est quand même dans du marketing même plus classique, Pascal. Tout à fait. Effectivement, cette notion de funnel est complètement fondamentale au marketing. Il faut vraiment voir le funnel, en fait, comme la construction d'une maison. Il y a d'abord les fondations et on ne met pas le toit d'abord. Non, c'est la même chose. Il faut d'abord installer une notoriété, que les gens connaissent le bureau d'avocat. Ensuite, de la considération, ils comprennent, non seulement ils connaissent le bureau d'avocat, mais qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi ses spécificités, c'est quoi ses expertises, et ensuite, comment je vais rentrer en contact avec les avocats de ce bureau. Donc il y a vraiment toute une logique, toute une approche à faire, et effectivement, c'est très important. Ouais. Et ça fonctionne, enfin quand c'est bien fait, ça fonctionne. C'est finalement une méthodologie qui n'est pas si compliquée. Et une fois qu'on s'est fait connaître, c'est peut-être là où il y a le plus d'enjeux, mais il faut parvenir à passer à l'étape de l'acquisition. Et donc, il faut que le client qui s'est intéressé à mes services, qui est venu sur mon site, qui a lu un article, ne soit plus un simple visiteur, mais devienne un prospect, qui ne soit peut-être pas encore, je disais le client, mais à ce stade-là, c'est juste un visiteur. Il devient un prospect, et ce prospect, il faut le convertir, pour utiliser le terme technique. Donc ça, c'est l'acquisition et puis la conversion. Donc là, puisqu'on parle de marketing digital, ce qu'il va falloir mettre en œuvre sur vos sites Internet notamment, c'est des call to action. C'est vraiment la petite étape qui permet de faire en sorte que l'utilisateur, le visiteur qui termine de lire un article, par exemple, il y ait une action à faire. Il doit... ça peut simplement être compléter un formulaire avec 3 champs, nom, prénom, adresse email, ou ça peut être quelque chose d'un peu plus concret, ou ça peut être l'encourager à appeler. On peut avoir des choses un petit peu plus complexes. Par exemple, quelque chose qui fonctionne bien, ce sont les livres blancs. Donc un white paper en anglais, c'est une petite ressource juridique en ce qui nous concerne. Ça peut être 3, 4, 5, 6 pages. Que le client va avoir envie de télécharger pour aller chercher l'information qu'il vient chercher, mais pour la télécharger, il faut effectivement qu'il laisse ses coordonnées, et là vous avez une conversion. Après, c'est pas encore pour ça que derrière ça devient un client, mais le plus dur est fait. Et je le disais, une fois qu'un client a décidé de vous consulter, parce que avec toute cette démarche, il a perçu la valeur et l'expertise que vous pouvez lui offrir,
eh bien, il faut encore le garder. Et je disais, c'est peut-être l'enjeu le plus important parce que c'est là où, en fait, c'est la qualité du travail de l'avocat qui va payer. Donc, il faut rester, je dirais presque obsédé par la satisfaction client pendant le traitement de son dossier pour que, s'il a encore un autre problème par la suite, il revienne vous voir. Alors, en mode partage d'expérience, j'ai ici pris 2 exemples de construction de pages sur notre site web, donc du cabinet d'avocats Legal Street, où on a chaque fois essayé d'avoir cette démarche à l'esprit. Donc, ici, on est dans la partie circulation routière de notre site. Il y a quelques outils. J'en prends un ici parmi le menu. C'est tout simplement pour vous dire... L'exemple ici que je vous partage, c'est pour vous dire à quel point ça peut être quelque chose de simple. Ici, on a juste les adresses des tribunaux de police. Donc, je vais taper 4500, qui est le code postal, ici pour oui. J'ai donc un visiteur qui est venu chercher quelque chose. Il se retrouve sur une page. Ben voilà, il a trouvé les coordonnées du tribunal en question. Jusque-là, il n'y a pas du tout de conversion, mais par contre, il a ce petit call to action. C'est tout simple ici. Vous êtes cité devant le tribunal. Vérifiez avec nous si vous pouvez être défendu via votre assurance protection juridique. Donc là, voilà, on est dans une conversion. Un autre exemple, toujours sur notre site, plutôt en matière médicale ici. Simple article, là par contre, donc ce n'est pas un outil, un simple article qui est en ligne avec la ressource, donc ici on parle du Fonds des accidents médicaux. Même principe, on a le call to action qui est ici. Nous répondons gratuitement à vos questions. Vous pouvez nous contacter par plusieurs moyens, email, nous appeler, etc. On a aussi, et franchement, ce n'est pas du tout compliqué à mettre en ligne sur un site, un outil de conversion qui est très, très efficace, c'est le module de chat. Donc, vous avez ici, en bas de la page, un petit chat qui vous permet de poser les questions en lien avec l'article. Cette petite fenêtre s'ouvre en pop-up. Et donc là, voilà, on est vraiment clairement dans un outil de conversion de la démarche du client. Donc voilà en termes de stratégie, comment on estime qu'il faut fonctionner. En amont de cela, enfin, pour pouvoir déployer une stratégie du funnel, il faut du contenu. Pour moi, c'est l'élément fondamental, surtout aujourd'hui dans une société où on a une masse d'informations qui paraît presque infinie, et donc il faut parvenir à ce que la cible que l'on a définie, et donc les clients potentiels auxquels on s'adresse, arrivent chez nous. C'est pas nouveau, ceci dit. J'aime bien de revenir sur ce titre d'un article rédigé par Bill Gates en 1996, « Content is King ». En un mot, dans son article, Bill Gates disait que pour lui, Internet allait vraiment prendre une ampleur importante quand le contenu allait pouvoir être diffusé. Et on parle de tout. On parle aujourd'hui du streaming. On parle de la presse, de la presse libre, de la quantité d'informations, je disais, infinie qu'il y a en ligne, en ce compris pour nous. Tu es d'accord avec ça, Pascal, j'imagine? Oui, tout à fait. Je vais un peu illustrer ce que tu viens d'expliquer. Effectivement, l'importance, par exemple, pour acquérir de nouveaux clients, de produire du contenu de qualité. Tu as parlé des white papers, ce sont effectivement des documents de 6 à 8 pages qui expliquent une problématique, qui souvent va chercher des études qui ont été faites pour vraiment informer la cible sur un sujet. Donc on n'est pas du tout dans un document, une réclame, comme je pourrais dire, ou une publicité. On est vraiment dans un outil qui va permettre aux gens d'apprendre des choses. Et c'est d'ailleurs ça qui fait qu'ils vont revenir sur votre site, parce qu'ils se sont dit, là, j'ai vraiment appris des trucs intéressants que je ne savais pas. Donc c'est vraiment la qualité du contenu qui est importante. Par exemple, je travaillais dans une société de consultance comme responsable marketing et commercial. Ce qu'on faisait début d'année, c'est identifier les hot topics. Quels sont les sujets importants dont les gens parlent et pour lesquels on a des expertises, on a des partenaires experts sur les sujets. Et on avait un calendrier donc, de publication et on développait des white papers. Et effectivement, on les poussait
soit sur un LinkedIn, soit sur Google en achetant des Google AdWords, donc des keywords, donc des mots-clés. Par exemple, cyber security. Chaque fois que quelqu'un tape cyber security, il voyait le nom du bureau de consultance avec un lien vers le white paper. Donc, c'est ce genre de technique pour acquérir les clients qui fonctionne vraiment très, très bien. Et voilà, c'est une autre illustration dans un autre domaine, mais exactement ce que tu es occupé d'expliquer pour le domaine légal. Ah oui, c'est chouette parce que ça donne une perspective un peu hors de notre milieu judiciaire, milieu des avocats. Encore que je me dis toujours qu'on est, nous, tellement bien armés de base, puisque c'est notre métier de produire du contenu, finalement. Et donc, super conseil de se poser la question en début d'année, en début de trimestre, en début de mois. Tiens, c'est quoi les sujets d'actualité, les hot topics, les questions que pourraient se poser les clients. Et peut-être pas aller jusqu'à faire un livre blanc, mais franchement, pour un avocat, faire 3 pages un peu vulgarisées, ou en tout cas rédigées de manière claire. J'ai vu qu'Olivier Beaujean est parmi nous, donc un peu de langage clair. C'est quand même pas quelque chose qui va prendre des heures, alors que ça peut avoir une grosse puissance en termes de possibilité de toucher son public cible, quoi. Tout à fait. Et alors ici, je lance une nouvelle notion du marketing digital qui est importante, c'est la notion de territoire de contenu. C'est-à-dire qu'au niveau de la stratégie de communication, les choses les plus importantes, c'est évidemment de 1, définir votre cible, de 2, comment vous positionnez, c'est-à-dire quelles sont les expertises que vous voulez mettre en avant. Et le territoire de contenu, c'est vraiment définir quels sont les gens qu'on veut viser, quelles sont les expertises qu'on veut mettre en avant. Et évidemment, ça doit être en ligne avec les fameux documents le contenu qui va être publié. C'est sûr que c'est avec une forme de récurrence, aborder une même thématique sous un autre angle, que petit à petit, on va parvenir à imposer cette image d'expertise dans un domaine. Et c'est évidemment, tout ça, c'est de la stratégie, de la réflexion qu'il faut avoir au niveau des sujets. Quand je parlais des consultants, très clairement, il y avait des sujets sur lesquels on a eu des très, très gros succès et d'autres qui n'ont pas marché du tout. Pourquoi ? Parce qu'on était moins relevant, le sujet était moins chaud ou l'expertise perçue du cabinet était moins forte sur cette thématique. Oui, ça... petite parenthèse, en matière de marketing, et je dirais presque dans le digital de manière générale, il faut de toute façon toujours un peu essayer, itérer. On a beau avoir, je ne veux pas non plus, quand j'annonce qu'une bonne stratégie, ça marche toujours, on peut avoir fait une très très bonne étude stratégique en amont et faire un flop. Ça arrive, et donc il faut itérer, il faut essayer, réessayer, voir ce qui a marché, comprendre ce qui n'a pas marché et pourquoi. Donc voilà. Et donc là-dedans, on est en plein cœur de ce qu'on appelle le content marketing, donc ce marketing de contenu. On vient de le dire, c'est la clé d'une bonne stratégie de marketing, de communication digitale. Et ce contenu, c'est surtout ça que j'ai envie de faire passer comme message, c'est le carburant de quasiment toute la communication digitale, en tout cas du marketing digital que vous allez pouvoir mettre en avant. Et c'est pour ça que je pense, ça paraît évident, mais que ce que j'appelle ici le camp de base de votre marketing digital, c'est votre site web. Alors, je dis pas un site vitrine. Le site vitrine, vous voyez, j'imagine ce que j'ai à l'esprit, c'est le site froid, accueil, à propos, qui sommes-nous, nos honoraires, formulaire de contact. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir ça, c'est une très bonne base, mais il faut avoir au minimum, sur ce type de site, un blog. Voire un blog seul pourrait suffire et être nettement plus efficace qu'un site vitrine, parce que le site vitrine, il a tendance à ne pas être vivant parce qu'il n'y a pas de contenu, il est vite oublié par Google, et donc c'est vraiment pas l'idéal. Par contre, un blog, qu'il soit sur votre site ou pas, mais un blog sur lequel vous parvenez à une certaine régularité et à mettre en avant du contenu pertinent, vous verrez que très rapidement, ça peut être un formidable outil. Je l'ai dit en réponse à Pascal, nous, avocats, nous sommes par nature des experts d'un domaine, le domaine juridique.
Et donc, on est des producteurs de contenu, et donc je vous conseille vraiment de l'exploiter et d'utiliser vos contenus. Parfois, quand moi-même pour le bureau, je rédige les articles, c'est parfois à l'occasion du traitement d'un dossier. Je suis en train de dicter, puisque je me mets en avant comme geek et fan de digital, mais j'ai toujours mon dictaphone à la main quand même. Et donc, parfois, en dictant, que ce soit des conclusions, une consultation ou autre, je rajoute, ça me prend 10 minutes de plus, une version résumée d'une problématique que je viens de traiter sous forme d'article. Il est dactylographié, il est prêt à être publié en ligne, et voilà un nouvel article qui peut être mis en avant sur le site. Donc n'hésitez pas vraiment à l'avoir en tête, même quand vous êtes dans le cœur du métier, donc dans les dossiers. Alors, ce camp de base, ce site web, il a besoin d'une stratégie de mise en avant. Hein, c'est la notoriété dont on parlait. Et ça, c'est le SEO. Je vais aujourd'hui faire un focus sur ce SEO parce que c'est vraiment important. Alors, pas du tout entrer dans une formation approfondie, mais juste essayer de vous donner quelques clés, même s'il n'y a pas de méthode miracle en réalité, hein, parce que Google n'est pas transparent au sujet de son algorithme, de ses algorithmes, mais il y a quand même quelques tuyaux qui permettent d'avoir une certaine efficacité. Donc le SEO, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Search Engine Optimization, c'est donc l'optimisation du moteur de recherche. Donc c'est comment apparaître le plus haut possible dans ces recherches sur Google, je ne parle que de Google parce que c'est le principal, mais c'est valable à peu de choses près pour les quelques autres moteurs de recherche. Alors, 7 conseils. 7, c'est arbitraire, hein, j'en ai choisi 7, il y en a bien d'autres. Je pense que le premier et le plus important, c'est vraiment se mettre dans la peau de l'utilisateur qui arrive dans la barre de recherche de Google et qui va chercher un avocat, spécialisé dans une certaine matière. Se poser aussi la question de la manière dont il va fonctionner. Et alors, il y a, là, je le mets ici dans la slide, mais la saisie semi-automatique de Google peut parfois vous aider. Si je tape quel est le délai de prescription, voilà, j'ai pas encore mis le mot complet, mais vous voyez, vous avez déjà une série de questions. Alors là, on en est dans des matières différentes, mais si je continue en restant dans mon domaine, le roulage, prescription d'une infraction. Bon, là, j'ai pas beaucoup de résultats, mais je vais mettre excès de vitesse. Bon, ça ne déploie pas, voilà, ça ne déploie pas nécessairement toujours de grands résultats, mais faites le test. Vous verrez que vous avez parfois la formulation par Google de questions dans un langage beaucoup plus clair que ce que vous auriez en tête en tant qu'expert juridique de la matière en question. Ça peut souvent aider. En tout cas, essayez vraiment de vous mettre dans la peau du client, de lui dire, tiens, ben voilà, dans mon cas, il est poursuivi devant le tribunal de police, par exemple. Qu'est-ce qu'il va mettre dans Google pour chercher un avocat ou pour répondre à tel ou tel problème? Et ça peut être du coup le sujet de votre article sur le site web. D'ailleurs, n'hésitez pas à créer ces titres de sujets sous forme de questions, justement. Dans la slide ici, je dis AEO. L'importance de se poser la question, de se mettre dans la peau du client est telle qu'aujourd'hui, on parle d'Answer Engine Optimization, c'est-à-dire ce n'est plus l'optimisation du moteur de recherche, mais du moteur de réponse. Parce que la question, c'est de trouver la réponse à la question que le client va finalement se poser. Et cette réponse, elle doit être sur votre site. Oui, si je peux rebondir, Jean, effectivement, c'est très important de bien faire la distinction entre le jargon professionnel spécialisé que vous utilisez et ce que les gens vont taper, qui est probablement assez différent parce qu'ils ne maîtrisent pas la technicité. Donc, quand vous vous dites, tiens, je vais préparer du contenu, il faut aussi réfléchir à une manière de le transcrire qui peut être compréhensible, qui va être utilisé par les gens, en y complétant, je dirais évidemment, avec votre jargon professionnel. Parce qu'effectivement, quand les recherches seront sur Google, ben, Google va chercher qui répond exactement à ça. Un autre conseil, si vous dites, tiens, je veux être expert pour tout ce qui est accident de la route et des choses pareilles, ça paraît logique, mais il faut évidemment se rendre compte que
votre site doit avoir pas mal d'informations, peut-être des pages complètes qui parlent de cette problématique, parce que Google va tenir ça en compte. Il va dire, tiens, je vais être très simple, lui, il a 3 pages sur le sujet, l'autre n'en a qu'une, et il se dit expert. L'expert, pour moi, c'est celui qui a 3 pages. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut avoir ce genre de réflexe en tête. Oui, en fait, c'est ça. Donc, non seulement, comme je le disais, il faut se mettre dans la peau du client, mais il faut aussi comprendre un minimum que Google, c'est juste un robot, un algorithme qui va parcourir tous les sites web qui sont liés de près ou de loin à la problématique de la recherche et qui va arbitrairement, puisque ça dépend de la construction de l'algorithme, enfin en essayant d'être le plus précis possible, qui va déterminer quel est le meilleur expert. Et puis en fait, c'est une espèce de classement d'expertise. Ouais, et donc c'est clair qu'il faut que le site web soit alimenté le plus possible sur la thématique qu'on a identifiée. Par exemple, les titres sont très importants. Le fait de bien avoir des rubriques sur des sujets bien précis. Et tout ça va montrer qu'il y a une expertise sur un sujet. S'il n'y a aucun titre sur un sujet précis, en fait, Google a son algorithme, il a toutes des règles. Il faut savoir quand même que si Google aujourd'hui est leader sur les moteurs de recherche, c'est parce que dès le début, le parti pris d'Eric Schmidt, qui était le boss de Google, ça a été d'offrir le meilleur service possible, c'est-à-dire la réponse qui répond au mieux à la demande du client. Alors, ça vous paraît évident, sauf qu'il y en a plein d'autres qui se sont dit non, on va proposer comme réponse celui qui nous paye le plus pour proposer sa solution. Et Google n'a pas pris ce chemin-là au début, et c'est ça qui a fait que les gens se sont rendus compte que Google était plus efficace. Donc c'est vraiment en fonction de la qualité du contenu que Google va vous classer au-dessus ou en dessous d'un confrère, je pourrais dire. Oui, c'est ça. Tu as déjà évoqué 2-3 des points que j'ai aussi identifiés. J'allais dire langage clair, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ici, il y a le langage clair que doit comprendre le visiteur du site, mais c'est aussi le langage clair que Google doit comprendre. Alors, Google, c'est un algorithme, on l'a dit, mais il faut quand même que la manière dont l'article ou les articles sont écrits soit compréhensible pour que le robot ait été bien reconnaître la problématique abordée. Troisième conseil, ça tu viens d'en parler, structure et contenu. Donc il y a moyen de trouver en ligne des conseils bien plus approfondis, mais en gros, titre, sous-titre, résumé. Donc on enseigne souvent qu'il faut partir du plus spécifique et puis aller vers le contenu global de l'article par la suite. Donc un titre avec, si possible, la plupart des mots qu'on va retrouver dans la recherche qu'on imagine dans Google. Un sous-titre avec, si possible, déjà les mots-clés. Et donc ce résumé, et puis alors le texte qui arrive par la suite. Un site vivant, c'est important, j'en ai parlé quand j'évoquais le site vitrine, donc il faut publier régulièrement, il n'y a pas de miracle. Google doit voir qu'il y a régulièrement de nouvelles informations, du nouveau contenu sur votre site pour qu'il se rende compte que oui, vous êtes bien un expert qui a souvent des réponses à apporter, de la valeur à donner aux visiteurs. Réagir à l'actualité, c'est un peu ce dont on a parlé avec Pascal tout à l'heure, des hot topics. C'est toujours, j'ai un petit exemple tout à l'heure à vous donner, c'est toujours bien d'essayer d'être sur la balle, comme on dit, et donc de réagir dans vos matières, évidemment. Il ne faut pas sauter sur tout ce qui bouge au niveau juridique, mais dans vos matières, si vous pouvez réagir rapidement, c'est toujours un plus. Des visuels, donc là on va un peu plus loin au niveau de la construction web, mais c'est clair que Google attribue, entre guillemets, aussi des points complémentaires dans le jugement de l'algorithme aux articles qui sont agrémentés de visuels. Dans notre cas, on parle beaucoup du legal design, et pour l'expérimenter en ligne aussi, je vois bien que c'est mis en avant par Google. Des vidéos, et a fortiori si elles sont sur YouTube, puisque comme vous le savez, YouTube c'est Google, fatalement ça aide aussi beaucoup pour le référencement. Un terme un peu plus technique, les backlinks. Les backlinks, c'est quoi ? C'est lorsque l'adresse de votre site web ou des liens vers un article particulier de votre site web se trouve sur d'autres sites web. Ça peut être dans un article de presse, ça peut être sur le site de quelqu'un qui vous conseille, sur justement le blog d'un utilisateur qui va dire voilà, moi j'ai lu ceci sur le site web de tel avocat, je vous recommande d'aller voir.
eh bien là aussi, Google va vous donner des gommettes vertes, des petits points bonus complémentaires à chaque fois qu'un tiers va renseigner un lien vers votre site, parce que ça valide quelque part encore plus votre statut d'expert sur la matière en question, puisque si d'autres que vous-même vous attribuent cette qualité, fatalement, Google va plus facilement se plonger là-dedans. Dernier point, les AdWords, les Google Ads aujourd'hui, c'est simplement la pub Google. Alors là, on en revient aussi sur du marketing plus offensif, mais voilà, c'est l'équivalent des grands encarts dans les pages jaunes qu'on avait à l'époque, mais dans la recherche Google. Alors voilà, ça c'est autre chose comme type de marketing, parce qu'il y a des questions de budget, il y a des questions de rentabilité, de coût par clic. Enfin là, on entre dans des choses un peu plus techniques, mais c'est clair que c'est aussi un bonus SEO, puisqu'on apparaît une fois dans les résultats d'annonces et une fois dans les résultats naturels si le SEO est bon. Un excellent SEO, ça peut aussi amener à ce qu'on appelle des résultats optimisés sur Google. Alors, à nouveau, je me permets de prendre un petit exemple d'un article qui est publié chez nous. Donc, on va voir si ça va fonctionner, mais je pense que si j'ai écrit « Qu'est-ce que l'incapacité ?» et vous voyez à nouveau dans mon exemple que ici vous avez des suggestions de saisie automatique, ça peut toujours être utile pour s'inspirer pour les articles. Donc, économique temporaire. Voilà, ici, on a l'article qui figure sur notre site web avec un résultat qui apparaît même avant les éventuelles annonces sponsorisées de Google. A priori, pourquoi ? Parce qu'il y a un peu tous les éléments dont je vous parlais. Je vais aller sur l'article en question, mais je vous montre donc bien que ça apparaît avant les recherches et que c'est écrit ici en tout petit, c'est un extrait optimisé. Donc là, c'est Google qui a vraiment fait l'addition de tous ces critères de contenu, d'images, de mots-clés, de titres, et il dit, bon, ben là, si quelqu'un pose cette question-là en ligne, pour moi, le résultat optimisé, c'est celui-là. Et donc, vous retrouvez ici sur l'article, si je clique, un titre qui reprend vraiment les mots-clés, un petit résumé avec de nouveau les mots-clés en question, un legal design avec du texte lisible, donc Google sait le lire si je puis dire, et puis enfin l'article au complet. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que quand on essaye bien de respecter ces critères de SEO, on peut avoir des résultats très très efficaces, puisque fatalement ça arrive en haut de la liste de recherche. Un petit bonus rapidement, parce que je vois qu'il est déjà 13h04. Quelque chose de très simple pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, ou pour ceux qui l'ont fait pour le faire encore mieux, c'est la page Google My Business. La page Google My Business, c'est simplement le résultat que vous voyez sur la partie droite. Je vais vous montrer un exemple d'une recherche Google. C'est quelque chose qui est gratuit, qui est offert entre guillemets par Google, qui est là aussi un petit peu l'équivalent des pages jaunes de l'époque. C'est du référencement peut-être plus local, puisque c'est lié à une géolocalisation au moment de la recherche. Et c'est aussi tout l'aspect e-réputation, donc les avis clients. Je vois que j'ai mis que 4 étoiles dans mon exemple, j'aurais dû mettre 5. Donc, de quoi parle-t-on ? Je vais mettre à nouveau, puisque comme ça je suis sûr, je vais mettre avocat oui plutôt ici. Comme ça, on a sur la carte, voilà, on a ici les résultats géolocalisés. Et puis, vous avez chaque fois les cabinets, puisque j'ai mis avocat oui. Si je prends ma fiche, comme ça, je peux vous montrer ce qui est personnalisable. Mais je ne suis pas sur la bonne page. Voilà, vous pouvez ajouter des choses. Donc, il faut absolument paramétrer de manière complète votre établissement. Voilà ici la page où je peux vraiment aborder tout. Donc, cette page Google My Business, c'est donc voilà, ce qui apparaît sur la droite. Ici, comme je suis le propriétaire de l'établissement, je peux modifier. Et donc, si vous ne l'avez pas encore fait, il faut la créer. Pour ça, il faut avoir un siège physique, parce que Google va vous proposer de vous envoyer un pli postal, en fait, pour vérifier que c'est bien vous le titulaire de l'adresse en question.
Et puis une fois que vous avez votre fiche, il faut vraiment la personnaliser. Donc si vous l'avez déjà, mais sans avoir été loin, je vous conseille de la personnaliser parce que ça va vraiment pouvoir vous mettre en avant aussi en termes de référencement. Donc vous pouvez personnaliser des services, vous pouvez évidemment ajouter les horaires, etc. J'imagine que vous connaissez, mais il ne faut pas négliger, il ne faut pas sous-estimer l'intérêt de cette page Google My Business qui fonctionne de manière relativement simple au niveau du référencement. Donc pour apparaître haut dans ces... donc je vais reprendre les résultats sur la page précédente. Pour apparaître le plus haut possible dans ces recherches, il y a en gros 3 critères. Le premier, c'est la distance. Donc quand même, on est dans la pure géolocalisation. Donc si l'utilisateur fait une recherche en ayant autorisé la géolocalisation sur son smartphone ou son ordinateur, cet aspect de distance va entrer en ligne de compte. Le deuxième critère, c'est la pertinence. Donc si vous avez bien décrit votre fiche, et pour nous en tant qu'avocat, par exemple, vous avez été jusqu'à ajouter les matières préférentielles que vous pratiquez, eh bien, si la recherche porte sur une de ces matières-là, vous serez plus haut dans les résultats. Et alors, il reste quelque chose d'un peu plus subjectif, c'est la popularité et les avis. Donc la popularité, c'est le nombre de clics qu'il y a en moyenne sur votre page en question. Et les avis, bien, donc c'est l'e-réputation dont on parlait. À ce sujet-là, un conseil, demandez-les. Demandez-les ces avis. Il faut vraiment pas hésiter. Je me suis posé la question, moi, en tant qu'utilisateur d'autres services, classiquement dans l'Horeca, restaurant, hôtel, je ne suis pas quelqu'un qui met régulièrement des avis. En tout cas, j'ai pas cette démarche naturelle de le faire. Par contre, quand je suis toujours sur place, que ça s'est bien passé, qu'on me le demande, même avec un peu d'insistance, mais je finis toujours par le faire, sans que nécessairement je me dise quel chiant celui-là, il insiste pour son avis. Donc nous, on l'a intégré dans nos process. Et donc oui, en fin de parcours client, à la clôture du dossier, il y a une demande d'avis. Alors on ne demande pas 5 étoiles, on demande un avis. Alors, pour être tout à fait honnête, je crois qu'il y a quand même certains cas dans lesquels on ne le demande pas, mais c'est très rare. Mais c'est vrai que je ne dis pas qu'il faut aller jusqu'à demander un avis quand un dossier s'est mal passé ou qu'on est tombé sur un client un peu particulier. Mais demandez-les et vous verrez, ça va générer justement ces cotes. Et il vaut toujours mieux maîtriser sa réputation en ayant demandé des avis à l'avance que de devoir faire face à de la diffamation, comme on en rencontre malheureusement aujourd'hui. Je vais essayer d'accélérer un petit peu pour qu'on puisse encore répondre à vos éventuelles questions par la suite. Ce contenu dont on parle depuis tout à l'heure, il faut le déployer, évidemment. C'est la suite du marketing digital, c'est le faire connaître. De quel contenu parle-t-on ? On a assez parlé du contenu propre, hein, donc des articles, des news, du legal design, des vidéos, des webinaires, donc des formations en ligne, des livres blancs. Ça peut aussi, ça on n'en a pas parlé, être du contenu qui vient de l'extérieur, du contenu tiers. Alors pour ça, il faut faire un peu de veille et de curation, donc aller chercher un peu ce qui peut se trouver ailleurs. Mais c'est vrai qu'intégrer dans vos publications, ou alterner en tout cas entre votre contenu propre et, comme en parlait Pascal, pouvoir parler de sources extérieures, ça peut renforcer votre statut d'expert. Hein. Je suppose que tu es d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. C'est important qu'on n'ait pas l'impression qu'on est dans une démarche commerciale. Vraiment, l'objectif, ça doit être de se dire quelles sont les informations les plus relevantes et comment je peux aider ma cible à apprendre de nouvelles choses. Et c'est vrai qu'il y a en général pas mal d'études qui sont disponibles, des articles de référence. Et c'est là que les gens vont se dire « Waouh, c'était vachement intéressant, j'ai appris quelque chose, je vais revenir » et manifestement, ces gens savent de quoi ils parlent. C'est ça l'objectif, en fait. Oui, c'est ça. Et parfois, simplement en commentant un article ou un contenu tiers, ça peut aussi renforcer ce statut d'expert. Alors, pour aller chercher du contenu tiers, du contenu externe à vos propres sources, il faut faire de la veille. J'en avais déjà parlé aux jeunes barreaux, mais il y a un outil qui est vraiment très simple et très efficace, c'est Google Alerts. Donc vous allez dans Google, vous tapez Google Alert, voilà, et vous vous retrouvez dans un petit menu pour peu que vous ayez... je ne suis pas connecté, c'est pour ça que
voilà, maintenant que je suis connecté. Et vous créez des alertes. Donc vous allez créer une alerte sur, je reste dans mes matières, excès de vitesse. Vous allez d'abord avoir en prévisualisation les actus publiés dans les dernières 24 ou 48 heures sur la thématique. Et en fait, et donc vous l'ajoutez, voilà, vous créez cette alerte. Vous allez recevoir tous les jours ou toutes les semaines, selon la fréquence que vous allez définir, des alertes en lien avec ces sujets-là. Alors, vous prenez ça comme une forme de newsletter automatisée, vous consultez un peu les alertes et si ça vous inspire un article ou un simple partage de l'actualité que vous avez trouvé ailleurs, ça fait une publication sur le réseau social, j'ai envie de dire vite fait, bien fait, mais qui peut être très efficace. Voilà, ici, j'avais pris des exemples d'alertes en matière de protection des données. Évidemment, tout ça est déclinable en fonction de vos activités. La veille, ça peut être aussi s'abonner tout simplement à des newsletters spécialisés et même à des newsletters de confrères. Hein, si ça peut vous inspirer des idées, c'est très bien. On peut suivre des pages, des comptes sur tous les réseaux sociaux, des hashtags. Donc tout ça, je vais un peu passer, mais franchement, je vous encourage à faire de la veille parce que ça peut vraiment vous amener clé sur porte en fait, des sujets à après aborder. Quelque chose qui marche très bien, évidemment, mais ça, je pense que vous l'avez tous en tête, c'est tout ce qui est personnel. Une nouvelle personne qui arrive dans le bureau, une photo d'un team building, des récompenses, des succès. Donc tout ça marche toujours très bien, mais je pense que c'est ce qu'il y a de plus courant. J'ai envie de faire rapidement encore un focus, je l'ai très rapidement abordé tout à l'heure, mais sur la marque employeur, la réputation employeur. Je pense que notre secteur n'est pas épargné par les difficultés de recrutement dans cette période post-Covid. Et donc, l'importance d'avoir une marque employeur forte, c'est vraiment déterminant. Et donc, je prends très rapidement un petit exemple de ce qu'on avait fait, nous, ici, avec Legal Street. On avait fait, avec en tête cette démarche de toucher le potentiel recrutement du futur. On avait organisé un concours destiné aux étudiants où, en gros, le but était assez simple, c'était de rédiger un article justement destiné à notre site web. Avec là, le premier avantage, c'est que ça nous faisait un article à publier ou en tout cas l'article sélectionné. Et le prix était l'engagement de l'étudiant en question comme étudiant interne au bureau pour continuer cette démarche de rédaction de contenu. Et là, je pense que c'était un bon choix. En tout cas, on ne l'a jamais regretté puisque c'était avoir dans l'équipe un étudiant pour rédiger du contenu sur le site web parce qu'on est tous bien d'accord que ça prend énormément de temps. J'en ai pas parlé aujourd'hui, mais on est d'accord qu'il faut se structurer et il faut se discipliner pour parvenir à créer du contenu. C'était hyper positif vis-à-vis du public étudiant et en l'occurrence du master en droit puisque c'est à eux qu'on destinait le concours. Et de manière générale, c'était positif, c'est quelque chose qui a été vu, je n'ai plus la publication sous les yeux, mais oui, parce que là on est passé sur de l'humour, donc j'ai perdu ma vidéo, mais voilà, 5000 fois là en haut à droite si vous voyez. Donc voilà, c'était tout bonus, mais marque employeur, ne négligez pas cet aspect. Quelques conseils pratiques avant tout doucement d'aller vers une discussion. Le calendrier de publication, évidemment, ça c'est quelque chose d'important. Quand je vous dis qu'il faut être régulier sur les réseaux sociaux, à nouveau, se baser sur la simple discipline et espérer que ça me paraît un peu trop juste. Alors, je vous montre rapidement comment nous, on fonctionne. Donc, je parle au bureau d'avocat chez Legal Street. On a un fichier Excel, tout simplement, avec le calendrier annuel et en orange, les jours de publication, donc plutôt lundi, jeudi. Et alors, mois par mois, vous avez les articles qu'on projette d'écrire avec la confirmation de la date de publication, le réseau social ou avec éventuellement une différence entre les deux, le visuel, et on a un petit système de validation entre nous. Et donc vous voyez que mois par mois, on a les projets de publication.
Ça permet de faire ça en amont, de manière posée, en anticipant, et pas de dire « Ah mince, on n'a plus rien publié depuis 3 semaines, ça ne va pas ». Donc voilà, franchement, ce n'est pas très compliqué. Ça permet de caser ça à des moments où on est moins dans le rush, et puis après, il n'y a plus qu'à déployer. Je reviens toujours sur ma vidéo, je vais la couper. Hop. Toujours au niveau pratique, quelques petites erreurs à éviter. Pas trop parler de soi, pas être égocentrique, privilégier plutôt le user-centrique, donc à nouveau, penser à son client ou à sa cible avant de penser à soi-même. Et donc, est-ce qu'il a vraiment tout le temps envie d'entendre parler de nous? C'est pas certain. Donc, pas non plus trop d'annonces, de pubs. La manque de régularité, j'en ai parlé. Donc, il n'y a pas grand-chose de pire qu'une page ou un compte d'un réseau social à l'arrêt. Un client qui vient se renseigner sur vous, qui tombe sur une page et qui voit que la dernière, c'est en mars 2020, attention, on reste ouvert, ça ne fait pas sérieux et ça ne va pas dans le bon sens. Déployer sur tous les réseaux sociaux exactement la même publication, ce n'est pas génial, ce n'est pas grave, mais ce n'est pas l'idéal. Et alors, il faut être réactif. Quand vous avez la chance d'avoir de l'engagement, parce que des commentaires sur vos posts, en réponse à vos posts, c'est ce qu'il y a de mieux presque sur tous les réseaux. Et donc, à votre tour, il faut être là pour réagir et pas laisser l'utilisateur dans le vide. Itération, j'en ai parlé. Essayer, tester, analyser, tenter des choses. Je dis aussi craquer les algorithmes. Il faut les tester, les algorithmes. Donc, il faut tester ce qui marche, ce qui ne marche pas. Publier tôt, publier tard, publier des images, des vidéos, etc. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir définir votre propre ligne éditoriale, je vais dire. Les réseaux, là, je vais les passer parce que sinon, on va être trop juste, on n'aura pas le temps de discuter. Mais en les parcourant très rapidement, simplement choisissez, je pense que Pascal l'a dit, un réseau adapté à la cible que vous visez, B2B, B2C. Donc, on va plutôt viser les particuliers sur Facebook et les professionnels sur LinkedIn. LinkedIn qui est le réseau virtuel, pour moi, c'est un réseau social, mais qui porte bien son nom. C'est vraiment, pour moi, le réseautage en ligne. Donc, vraiment à ne pas sous-estimer LinkedIn. Très puissant, je trouve, aujourd'hui. Facebook, je viens de le dire, plutôt orienté particulier. Facebook qui ne marche quand même plus vraiment très bien, je trouve, pour des pages entreprises, si ce n'est avec l'aide de la publicité. C'est pour ça qu'on parle de no pay, no show. Donc, maintenant, sur Facebook, il est très compliqué d'être visible sans sponsoriser les publications. Facebook, je ne sais pas ceux qui ont regardé un petit peu le cours de l'action, mais voilà, il tient à son modèle publicitaire qui le sauve. Instagram, c'est un peu le même principe, mais plus orienté visuel. Désolé, je passe un peu vite, mais on a déjà passé presque 1 heure ensemble. YouTube, pour celles et ceux qui sont prêts à s'investir un peu, c'est vraiment un réseau qui est très puissant et qui va continuer à le devenir. Pour la plus jeune génération, YouTube, c'est un moteur de recherche. Voilà, j'avais mis de côté à nouveau une question. Donc aujourd'hui, et ce que je vous montrais que la saisie automatique, ça fonctionne aussi sur YouTube. Quel délai de prescription ici j'avais mis. Vous avez des legal tech ou des avocats qui répondent à la question avec, j'imagine, donc voilà, vous avez un peu de tout, mais des vidéos qui se retrouvent sur leur site web, qui se retrouvent sur leurs réseaux sociaux, etc. C'est parfois pas si compliqué d'enregistrer une vidéo, même simplement avec son smartphone et un petit micro-cravate, ça peut parfois être déjà très efficace. Donc, je vous conseille de tenter l'expérience. TikTok, je vais quand même prendre encore 1 ou 2 minutes si vous restez avec moi et je regarde combien vous êtes. Vous êtes toujours 40, c'est magnifique. Donc, j'ai mis de côté 2-3 petits exemples TikTok parce que c'est quand même assez impressionnant ce qu'on peut trouver. D'abord, quelque chose qui est très efficace mais qui ne vient pas d'un avocat, c'est Masdac. Alors Masdac, c'est un influenceur. On parle de 2,4 millions d'abonnés. Mais c'est quelqu'un, quelque part, qui prend un peu notre place en ligne, puisque, en tout cas, moi, mes enfants le suivent, c'est eux qui m'en ont parlé. Il craque, comme il dit, des problèmes juridiques, mais dans le concret. Donc,
Je vais en prendre un au hasard. Ah ben voilà, tiens, ça c'est chez moi, si je puis dire. Constat amiable d'accident automobile. Je regarde si on a du son. Ah non, j'ai le son qui est désactivé. Je le relance, mais je ne vais pas la mettre en entier. Mais c'est juste pour que vous compreniez le concept. Tiens, il ne va plus. Ah voilà. Accident de voiture. Non, t'as défoncé ma voiture. Mais c'est rien, ça arrête. Mais toi non plus, t'avances pas. Comment ça, j'avance pas? On est dans un parking. Bon, on va faire le constat. Mais c'est un vieux truc, on va pas faire un constat pour ça. On va se choper un malus pour rien. Allez, je me barre, je te laisse. Attends. Ok, tu veux pas remplir le constat, t'as le droit. Mais donne-moi à minima ton nom, ton adresse et le numéro du contrat d'assurance. Allez, ciao. Ok, dans ce cas, tu fais un délit de fuite et tu es 100% responsable. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais vous avez compris le concept. Donc là, c'est clair que pour nous, c'est sans doute pas vers ça qu'on se jetterait, mais c'est des statistiques absolument dingues. C'est des choses en fait qui sont pas très compliquées à faire. Alors, je dis pas qu'il faut le faire. Je dis juste que ce bonhomme fait des dizaines ou des centaines, si pas des millions de vues par vidéo, et qui touche un public qui se pose des questions juridiques. De manière peut-être un peu moins excentrique, je suis tombé en faisant mes petites recherches avant cette formation sur Maître Bem. Il m'a quand même impressionné, Maître Bem, un confrère français, qui a quand même presque 1,5 million d'abonnés, avec des vidéos qui, je vous disais tout à l'heure, sont simplement des vidéos faites manifestement à l'aide d'un smartphone, sans doute un petit micro. Et je prends l'exemple ici, je vous parlais de réagir aux actualités. Maître Bem nous fait une vidéo en réaction à l'accident de Pierre Palmade, et donc il obtient en quelques heures, quelques jours, plus de 2 millions de vues. Voilà ce que ça donne. Ah, la vidéo ne démarre pas. Est-ce que c'est de ma faute ou pas? Je la recharge. Ouais, j'essaye de mettre le son, mais voilà. Et je la recommence, désolé pour le petit souci technique. Pourquoi l'humoriste Pierre Palmade ne peut pas engager sa responsabilité pénale pour avoir donné la mort à un fœtus dans un accident de voiture sous stupéfiants il y a quelques jours? Voilà, vous avez compris, après il donne sa réponse. Mais donc, vous avez plus de 5000 commentaires, vous avez 2 millions de vues pour une vidéo qui est tournée en rue, qui fait 44 secondes. Donc voilà, je vous montrais ça, c'est juste... Voilà, est-ce que ça vous inspire autre chose ou pas? Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis juste que manifestement, il y a un potentiel incroyable à ce niveau-là. Je prends un dernier exemple plus près de chez nous. J'ai découvert le cabinet Victor, qui est un cabinet bruxellois, qui lui a fait le choix d'une communication de marque entreprise. Donc, ce n'est pas un avocat individuel ou une avocate seule qui lance un compte perso, mais c'est un cabinet, donc Victor Lawyer. Là, quand même 24 000 abonnés et des vidéos qui font parfois plusieurs dizaines de milliers de vues avec toujours le même principe. Ici, c'est un peu plus... non, c'est le même principe, c'est des réponses à des questions juridiques avec... Je vais y arriver avec ces problèmes de son. Ceci dit, je pense que vous avez compris le concept. J'essaye une autre. Version un document d'un huissier. S'il est écrit commandement dessus, ça veut dire que vous avez déjà été condamné par un jugement et que le commandement précède une saisie. Voilà, même principe. Simplement, petit face-cam au cabinet dans la bibliothèque, répondre à des questions, et donc des dizaines de milliers d'abonnés, de vues, et donc j'imagine pour eux, puisqu'ils ont la maîtrise des questions qu'ils abordent dans ces vidéos, des conversions avec des clients qui les consultent derrière. Donc voilà, les tendances, ça c'est les tendances les plus récentes, puisque TikTok est quand même le média qui sort du lot pour le moment. Un mot de conclusion, après ces quelques petits exemples détonnants, j'ai envie de dire. En fait, 2 mots de conclusion. Si vous ne devez retenir que 2 choses aujourd'hui à l'issue de cette petite présentation, c'est contenu et client. Création de contenu parce que c'est la base de tout. Il faut, pour exister en ligne, avoir créé son contenu. Et le mot client, c'est parce qu'il faut penser, j'aurais pu mettre utilisateur, user, il faut penser sa création de contenu et la manière dont on va la mettre en avant en fonction de sa cible et donc du client potentiel.
Voilà un peu la présentation qui a évidemment, comme toujours, duré un peu plus longtemps que prévu. Je vous propose de terminer, comme je l'avais annoncé, avec un petit moment d'échange. N'hésitez pas à poser vraiment vos questions par rapport à ce qui a été dit. Pascal est là, il est expert, et si même vos questions sont très techniques, je suis convaincu qu'il pourra y répondre. Moi, je ferai ce que je peux. Pendant que vous réfléchissez à d'éventuelles questions, moi j'en avais quand même 2 à poser à Pascal avant de terminer. Donc Pascal, je ne sais même plus si je l'ai dit en introduction, mais au-delà de son parcours je vais quand même dire de marketeur, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais malgré tout, il est aujourd'hui conseiller en innovation digitale et donc en transformation numérique auprès de la région wallonne via le Bureau économique provincial de Namur. Donc il accompagne des indépendants, des entreprises dans ce défi. Et donc, moi, ce que je voulais te demander, Pascal, c'est, j'ai essayé d'amener un maximum d'infos, peut-être un peu trop riches d'ailleurs, ou trop brutes, mais un avocat qui vient d'écouter cette présentation, qui exerce seul ou dans une équipe, tu lui conseillerais de commencer où et par quoi? Ouais. Alors effectivement, c'est une bonne question parce que je dirais, il faut vraiment se poser les questions de base qui vont permettre de définir la stratégie. C'est vraiment de se dire, c'est qui ma cible, c'est quoi mes expertises, comment je veux me positionner, comment je veux me différencier par rapport aux autres cabinets, comment je vais alimenter le site, parce que effectivement c'est un point que tu as souligné, mais c'est pas tout de lancer un site, hein. On connaît tous les sites où on va, et puis effectivement on dit attention, on sera fermé semaine prochaine, et c'est un message de 2017 hein, ou de 2015, autant dire que ça fait pas une très bonne impression. Donc il faut être en mesure de se dire tiens, on va faire ça, et ça on est capable de l'assumer. Hein. Donc il y a des réactions, il faut pouvoir réagir. Alors un autre point très très important, c'est essayer d'être simple. Et c'est vrai qu'il y a une tendance parfois à vouloir mettre des textes ou beaucoup de textes et des choses comme ça. Et les gens évidemment ils ne suivent pas. Hein. C'est pour ça que très souvent il y a des petits pavés de texte avec en dessous read more ou plus d'infos. Et alors là, si les gens sont intéressés, ils cliquent et ils vont regarder l'ensemble des choses. Aussi l'importance de ce que j'appellerais le branding de votre marque. Ça vaut la peine de faire un logo bien fait qui permet de vous identifier. Quand vous communiquez, pensez bien à expliquer votre activité. Hein. C'est vrai que pas mal de sociétés veulent se faire connaître et se disent tiens, je pourrais faire des petites pubs ou des petits sponsoring. Hein. Et je parle même ici de très grosses sociétés qui ont des 3 lettres comme logo et qui, par exemple, sont dans le B2B et font des pubs en B2C, c'est-à-dire des manifestations avec beaucoup de gens, avec 3 lettres, et en fait, les gens ne savent même pas c'est quoi l'activité. Donc, autant dire que c'est de l'argent qui est jeté par la fenêtre. Donc, il faut essayer de vraiment, là où on communique, être sûr qu'on va toucher un maximum de gens de la cible qu'on veut toucher, et surtout de faire en sorte que les gens comprennent ce qu'on fait, qui on est, des choses comme ça. Vraiment des questions, je dirais, de base. Voilà un petit peu, je dirais, les points principaux. Oui, et je retiens notamment, parce que moi, je dois bien reconnaître que j'ai parfois fait l'erreur, peut-être pas être trop gourmand, pas vouloir tout faire et se dire oui, on va y arriver, on va développer une stratégie sur tous les canaux, sur tous les réseaux, etc. Et finalement faire un flop parce qu'à vouloir trop en faire, on ne fait rien correctement. Et parfois, cibler un réseau social ou une communication particulière, ça peut être bien plus efficace que de vouloir être partout, parce qu'à force de vouloir être partout à la fois, on est nulle part. Ouais. Hein, moi, j'aime beaucoup le dicton « less is more ». C'est exactement ça. Vaut mieux parfois faire un peu moins, mais très clair et très ciblé et très fort. Tu as cité l'exemple en début de conférence de finalement le peu d'intérêt d'avoir énormément de followers s'il n'y a pas d'engagement. Moi, je préfère avoir 2000 personnes, mais que chaque fois que je fais un post, il y a 200 personnes qui réagissent,
que d'avoir 10 000 followers et puis finalement d'avoir 10 personnes, parce que bon, voilà, c'est tellement pub ou inintéressant que les gens viennent une fois et ne reviennent pas. Donc il faut vraiment, et tout ça, c'est des métriques, des KPI, des Key Performance Indicators qu'il faut avoir. C'est par exemple le taux d'engagement. Chaque fois que je fais un post, combien de personnes vont réagir? D'où l'intérêt aussi d'avoir une cible qui est intéressante et pas à tout vent essayer d'avoir des followers qui finalement ne sont pas du tout intéressés pour l'activité que j'ai. Oui, du coup, tu réponds un peu à la deuxième question que j'avais envie de te poser parce que j'allais justement te dire, tiens, ok, on a parlé des bons conseils pour exister en ligne, j'ai envie de dire, et pour communiquer, mais pour aller vraiment jusqu'à l'acquisition client, donc on a réussi à avoir un peu d'engagement, etc. Comment est-ce que, enfin, quel conseil donnerais-tu à l'avocat pour vraiment aller jusqu'au bout de la démarche? Parce que voilà, il n'est pas question d'accumuler les followers ou même simplement les vues ou d'autres KPI, mais que des clients consultent le cabinet finalement. Ouais. Alors, premièrement, il faut savoir que même si je travaille dans le marketing digital, je reste convaincu de l'importance de mixer physique et digital. Donc c'est très important aussi de pouvoir continuer à temps en temps faire des petits événements où on va rencontrer les gens en physique, mais où on peut présenter ces outils digitaux et l'inverse, utiliser ces outils digitaux pour donner des rendez-vous physiques. Typiquement, ce qui fonctionne très très bien, on en a parlé, c'est les white papers. Alors effectivement, tu as bien réagi, c'est pas forcé d'avoir 6 à 8 pages, ça peut être évidemment un petit peu plus court. Essayer d'effectivement rebondir sur l'actualité, avoir un site qui effectivement ramène régulièrement des références d'autres endroits. Ça peut être important d'essayer d'avoir des contacts. Hier encore, j'étais au TRAC à Namur pour une pitch party avec des investisseurs. La presse était là. Eux, de manière assez étonnante, j'ai été les remercier. Ils me disaient, vous savez, nous, on est à la recherche de contenu. Ça nous intéresse d'avoir des infos. Donc, si vous avez des choses intéressantes à dire ou d'autres, ou des cas, ou toutes choses relevantes, il y a des cibles qui sont intéressées pour avoir des infos qui peuvent les aider. Donc voilà, il faut se bouger, quoi. Ouais, ça c'est un super bon conseil parce qu'effectivement, pour en avoir déjà parlé avec des amis journalistes, je suis quasiment convaincu que pour peu que le sujet avec lequel vous arrivez soit intéressant, il ne demande pas mieux. Je veux dire, c'est quand même, allez, si on parle de la presse locale en l'occurrence, c'est quand même un cahier à remplir tous les jours. Et donc Exact. voilà, il faut des infos, il faut des histoires à raconter. Et nous, avocats, a priori, on en a beaucoup. Super, merci beaucoup Pascal. On va quand même tout doucement se diriger vers la fin de ce live, de ce stream, de ce Twitch live. Je pense que mon grand garçon sera très fier que papa soit devenu un streamer, même si ce n'est pas un stream avec son jeu vidéo préféré. Je ne vois pas de questions particulières dans le chat, donc je vais terminer en vous remerciant d'avoir été nombreux à assister à cette première. Je n'ai pas l'impression qu'on ait connu trop de pépins techniques malgré le fait que c'était précisément une première. Je vais vous envoyer à l'instant un lien vers une petite enquête de satisfaction, puisqu'on tient beaucoup ici aussi à ce que vous pensez de cette formation en l'occurrence. Ces 3 petites questions, c'est pour nous au sein de la commission innovation, nous permettre de vérifier qu'on est dans le bon, qu'on aborde les sujets qui vous intéressent et de rectifier le tir tant au niveau des sujets que du contenu que de la forme. N'hésitez vraiment pas à ajouter un petit commentaire dans le champ libre de ce formulaire. Vous pouvez également laisser votre adresse email dans le chat. On a prévu de vous envoyer un email avec quelques conseils pratiques complémentaires, donc via notre agence digitale Codelot. Quelques bons tuyaux, des podcasts intéressants avec des conseils pour marketing digital essentiellement ciblés avocats d'ailleurs, et d'autres trucs et astuces. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser votre adresse mail. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je pense que Pascal et moi, on va aller manger un petit bout. Bonne journée à tous. Au revoir.
Offline. Ok. Sympa. Sympa. Ça va, on a Je bien vois, rebondi. Très bonne exposition.